Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Sola dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être gonchier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, on attaque la draft. Et qui dit draft dans l'équipe du Front Office? On dit évidemment Alexandre. Comment vas-tu, Alexandre? Salut les gars, salut tout le monde, salut PA. Très content d'être là. On s'est bien reposé depuis ce live stratosphérique de lundi dernier sur la Free Agency. 5 heures de live, 5h30 de live je crois. 5 Donc, heures. on a bien profité un petit peu, c'était très cool de parler avec le chat et de voir un petit peu cette Free Agency, ce début de Free Agency. Même si ça s'est pas bien passé pour tout le monde, on pourrait y revenir plus tard dans des épisodes dédiés. Mais comme tu l'as dit, début de la draft season arrive. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on commence un petit peu à faire nos fiches qui sont sorties sur le site, enfin en tout cas sur le X maintenant, et sur le Drive qu'on a mis en place depuis quelques temps. Donc vous pouvez les retrouver sur ce Drive si présent. Et on mettra le lien de toute façon dans la description. Mais en tout cas, voilà, très content de enfin parler de la draft parce que c'est un petit peu une de mes périodes préférées de l'année, vu que toute la saison, moi je m'ennuie un petit peu parce que mes équipes ne gagnent jamais. Mais en tout cas, voilà, très content d'en parler avec toi aujourd'hui. Bah, avec grand plaisir. Et puis c'est vrai, quand tu dis toutes tes équipes, tu parles de Marseille, tu parles d'A&M, mais ils ont quand même fait les playoffs cette Ah, on année. n'était pas loin, on a choqué. Les Raiders, bon, t'as vite compris que ça allait être compliqué, mais au final, il y avait la course au first pick, donc il y avait quand même une petite étincelle, tu vois. Un Une petite piquant. récompense. 50 souffrances pour enfin avoir un first pick, c'est beau. Ah, enfin, laisse tomber. Bah, après, on est content au moins, on sait ce qu'on va avoir à la fin, donc ça Tout ça pour- c'est cool. Tout ça pour prendre Ty Simpson. Il y en a qui seraient contents chez les autres, on pense à Cyprien, on pense à Valentin, qui aime bien Ty Simpson, mais en tout cas... Mais ouais, non, ce sera Mendoza, messieurs, c'est déjà fait. On verra. Tu connais le pari en Je touche du cours. bois, je touche Si du c'est bois. pas, si c'est pas Mendoza, tu connais le pari en cours. Donc, Ça va attraper ma veste, si c'est pas Mendoza, ça va être un truc de fou. Mais franchement, le pressing, il va être légendaire, mais allez-y, allez-y les gars, je suis chaud. je t'offrirai ton premier maillot de fan des Patriots si jamais Mendoza n'est pas pris en 1, bien évidemment. Let's go. Floqué et Robert Spillane, pour te rappeler un petit peu Ah. la partie Raiders. Avant de débuter l'épisode, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout. Twitter X, Instagram, Facebook, YouTube, bien sûr, Twitch, évidemment. Pour les lives, on fera un live, au moins un autre live en avril, un live récap du premier tour. Donc on fera ça le vendredi, après le premier tour de la prochaine draft. 18h probablement. On n'a pas encore décidé totalement de l'heure, mais 18h l'année dernière, on a fait à cette horaire-là. Ça avait été plutôt cool. Il y a eu beaucoup de monde dans le chat, c'était ultra intéressant. Donc je pense qu'on va partir un petit peu sur ce moment-là, sur cet horaire-là. Et avant de débuter du coup, parce qu'on commence quand même par une très belle position, une position je pense qui va donner envie à beaucoup de nos auditeurs. C'est la position des receveurs. Est-ce que, voilà, en quelques mots, tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur cette QV? Est-ce qu'elle est profonde en termes de qualité, de profil de joueur? Comment toi, tu la situes un petit peu? Alors, par rapport à d'autres positions de cette année, par rapport aux années précédentes au niveau des receveurs? Alors, j'étais assez agréablement surpris quand j'ai regardé beaucoup de joueurs. Je crois que j'en ai regardé 21 au total. 21 joueurs. Il y en a un autre aussi qui Misou France, qu'on salue, qui a fait l'affiche de Kevin Coleman aussi, qu'on parlera peut-être dans l'épisode. Mais en tout cas, voilà, il y a eu 22 receveurs dont on va faire des fiches. Et en tout cas, très surpris de cette QV qui, pour moi, est assez profonde. Surtout dans les jours, enfin en tout cas en fin de premier tour et surtout deuxième tour, troisième tour. Je trouve qu'il y a beaucoup de qualité dans cette QV et des profils assez variés. On voit un petit peu de tout, des receveurs X, des joueurs du slot, des speedsters. Enfin en tout cas, il y a vraiment une variété de profils qui est super cool à voir. En comparaison, je trouve que c'est meilleur que l'année dernière. Pour moi, c'est plus profond. Peut-être au top, c'est pas du niveau d'un Macmillan et encore, je pense que ça peut se discuter pour certains. Mais je pense qu'en termes de profondeur, c'est au-dessus de l'année dernière. Et si on compare à 2024, en termes de nombre de joueurs et profondeur, je trouve que ça se ressemble. Mais par contre, 2024, en termes de top joueurs, là, on était quand même un cran en dessus. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que cette QV de receveurs est l'une des meilleures, je trouve, cette année dans cette draft 6. Une draft qui est assez profonde, mais qui n'a pas de top élite talent. On en parlera tout au long des émissions
des émissions draft sans trop spoiler, mais c'est une draft assez indécise parce qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de profils très différents et une draft aussi assez athlétique. On l'a vu lors du combine avec des résultats assez probants pour beaucoup des joueurs qui se sont présentés. Donc la cuvée de receveur, non, franchement, elle était très cool à suivre. Et puis j'espère que ça va vous faire plaisir de voir un petit peu si vos chouchous sont là dans ce classement, dans ce top 10 qu'on vous a préparé. Tu parlais de la classe 2024 des receveurs. Pour rappel, il y avait eu Marvin Harrison en 4, il y avait eu Malik Nabers aux Giants du coup en 6, il y avait eu Rome Odunze en 9. Et si je dis pas de bêtises, il faut que je descende après au 20e. C'est ça, 23e, Brian Thomas Jr. du coup aux Jaguars. Donc 4 gros receveurs qui ont... Et 5, pardon. 6, pardon. J'ai oublié Ricky Pearsall en Keon 31. Coleman, je crois. Xavier Leggett en 32. Et Keon Coleman était au c'est tout juste début du après, deuxième tour. Et j'en ai oublié un autre. Ah ouais, effectivement, il y en avait beaucoup. Il y Il y a avait Xavier McConkey. Worthy en 28. Il y a McConkey aussi au début Ouais. du deuxième tour. Donc franchement, très belle cuvée 2024. Ouais, et tu vois que ça a plutôt bien performé pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Et bon, sauf Marvin Harrison pour l'instant en tout cas. Donc effectivement intéressant. Mais si tu dis qu'elle est moins comment dire, elle est moins dotée de talent que 2024. Bon, en tant quand tu vois la cuvée, c'est peut-être pas forcément étonnant. On peut pas avoir des cuvées comme 2024 année après année. Combien même il y ait Ohio State et LSU qui existent, qui sont des gros pourvoyeurs de stars à ce poste-là. C'est ça, et puis il n'y a pas le Jeremiah Smith qu'on attend l'année prochaine en 2027, L'année prochaine, ouais. qui a un peu le talent générationnel, comme tout le monde aime bien dire. Ce qui est le cas, hein. Depuis 2 saisons, il est quand même monstrueux, le bonhomme, mais on attendra de voir ça pour l'année prochaine. Top. Du coup, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur Spotify, parce qu'il y a également la vidéo sur Spotify, Alexandre nous a fait une belle présentation, un petit peu à la même manière que ce qu'on avait pu faire pour le Battle of the Rooks. Donc, on va avoir un classement sur 10. De 1 à 10, 10 étant le moins bon joueur et le premier en tout cas le meilleur joueur de la QV, ou en tout cas ce que toi tu estimes comme le meilleur joueur. Et donc du coup, on va partir par le 10e directement, bien sûr, pour laisser un peu le suspense. Et en 10, tu nous as mis Malachi Fields, le receveur de Notre-Dame. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, le profil et surtout ses qualités? Ouais, écoute, c'est un joueur qui est grand, 1m93, 101 kg, joueur de Notre-Dame, qui a quand même une belle expérience et une belle productivité sur son parcours universitaire. Parce qu'avant de rejoindre Notre-Dame cette année, il a été du côté de Virginia, il a été productif, quasiment 2 saisons à plus de 800 yards, 850 yards, etc. Donc cette année, un peu moins productif, mais les qualités sont là parce que c'est quand même un joueur qui a de la taille et de la puissance à revendre. C'est un vrai challenge pour les cornerbacks adverses, que ce soit lorsqu'il essaie de se démarquer sur de la presse, par exemple, parce que c'est un joueur assez physique. Il est très très bon sur le run block. Et je trouve qu'au catch point, c'est vraiment un joueur intimidant. Il a des mains vraiment safe. En tout cas, il a vraiment progressé là-dessus cette année. Avant, 2023, je crois qu'il avait quand même un drop rate de 9%. Là, il est quand même descendu à 2,7%. Ce qui est quand même une grosse marge de progression. Et ça, c'est assez notable. Puis moi, surtout, ce qui m'impressionne chez lui, c'est vraiment son gabarit et son catch radius, comme on aime bien l'appeler. C'est un joueur qui a des longs bras, qui peut attraper le ballon de différentes manières et faire des catchs assez spectaculaires. Assez bonne release, je trouve, sur la ligne de scrimmage pour se séparer des corners. On l'a vu lors du Senior Bowl, où sa cote a pu remonter un petit peu en se séparant facilement de ses adversaires. Alors bien sûr, il n'y avait pas les pads, mais je trouve que sur à Notre-Dame, qui était une offense assez marquée sur le jeu au sol, il a quand même réussi à montrer quelques belles choses durant cette saison, malgré une saison statistique un peu moins bonne que 2024. Mais en tout cas, voilà. Malachi Fields, après, je pense qu'il faut qu'il étoffe un petit peu son art de tracé. C'est un peu son petit problème. C'est un joueur qui courait la plupart du temps des go ou des posts assez régulièrement, et tu le vois pas sur des tracés un petit peu à l'intérieur ou il revient à l'extérieur, même sur des outbreaking où il essaye de se démarquer sur un changement de direction. C'est pas vraiment son fort, c'est pas sur ça qu'on va l'attendre. Il va falloir qu'il progresse là-dessus aussi. Donc ça sera un petit peu son interrogation sur la séparation à proprement dit durant le tracé en NFL, parce qu'au niveau de la release, je trouve qu'il a des vraies qualités, mais sur le tracé, lorsqu'il faut se séparer durant le break, c'est peut-être là où ça pêche un peu. Donc joueur très intéressant, je pense que c'est un joueur qui peut être pris au 2e tour, fin de 2e tour notamment. Je pense que les équipes en recherche de wide receiver de ce profil-là vont être intéressées. Tu vois, par exemple, si les Bills, imaginons, ne prennent pas un receveur au 1er tour et qu'ils estiment qu'un Keon Coleman, ça marche plus, par exemple, un Malachi Fields peut tout à fait faire l'affaire dans ce profil de big body wide receiver pour aider un Josh Allen. Mais c'est dans ce genre de profil-là, il peut intéresser, je pense, beaucoup d'équipes.
Tu nous as pas parlé de ses qualités. Est-ce que le combine va un peu le desservir parce qu'il est un peu passé à côté sur les tests physiques? On sait que c'est malheureusement aussi des éléments qui sont pris en considération par les équipes en recherche de méga stars, notamment à ce poste-là. Mais tu vois, le 40 yards, il fait 4,61, qui est quand même pas dans la partie haute des receveurs. On n'est pas au niveau de Restrepo, mais bon, ça reste quand même un receveur un peu lent et surtout comment dire, des temps assez faibles sur tout ce qui est un peu agilité, le Suicune et le shuttle, par exemple. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a pu faire baisser sa cote? Oui, c'est ce qui, je pense, l'empêche d'envisager une place un peu plus haute à la draft. Après, je pense que sur la vitesse, en tout cas, je trouvais sur les tapes, il était plus rapide qu'il n'avait l'air Ouais. au combine. J'étais assez surpris, je pensais qu'il allait courir plutôt autour des 4,50, 4,55. 4,61, c'est vrai que ça paraît un peu plus lent. Après, ça reste quand même un joueur qui fait 6,4, donc 1m93. C'est quand même un gros gabarit. Et une fois qu'il est lancé, il est quand même dur à rattraper. Donc, il faut vraiment qu'un corner quand même arrive à le suivre. Il ne faut pas non plus le laisser prendre la profondeur parce il arrive quand même à faire des double moves, etc. Donc, il sait se séparer, ou en tout cas sur ses tracés un peu longs. Mais je pense que ce sera vraiment quelqu'un qui serait intéressant sur les catchs contestés notamment. Je crois qu'il avait 48% de réussite en 2025. Donc, ce qui est quand même encore assez intéressant. On verra si en NFL ça se traduit aussi par un haut pourcentage, mais je pense qu'il peut il peut rendre de fiers services en NFL, même s'il a encore quand même pas mal de choses à travailler, notamment sur sa séparation durant les tracés. Un peu un DK Metcalf, quoi, si on peut résumer. Oh, DK Metcalf, c'était quand même un meilleur athlète, mais non, moi j'avais mis Michael. C'était un tout droit. Hein. Non, mais tu vois, je trouve que dans le profil, à terme, ça peut devenir un Michael Pittman, tu vois. S'il arrive à être un peu plus, à travailler un petit peu sur son agilité, etc. C'est un joueur avec des dimensions assez similaires et qui peut travailler un petit peu, si on lui donne l'opportunité, de travailler le milieu du terrain. On l'avait vu un petit peu à Virginia. On l'a pas assez vu, je trouve, à Notre-Dame sur cette partie-là. Et s'il arrive à être utilisé de cette manière-là, un peu de la manière d'un Pittman, je pense qu'il peut vraiment être intéressant pour plusieurs équipes dans la ligue. Donc, moi, en tout cas, c'est un joueur qui me plaît et qui rentre dans mon top 10. Ok. En tout cas, tu as choisi une photo qui met largement en valeur et en avant sa musculature. Voilà, du coup, pour Michael Fields, donc en 10e. En 9e, Chris Bell de Louisville. Ouais, Chris Bell, écoute, c'est un petit peu un des receveurs qui, comment dire, c'est un petit peu l'interrogation, entre guillemets, dans la mesure où c'est un joueur qui a été blessé en fin de saison. Donc, tu sais que si je dis pas de bêtises, je pense que pour la Week 1, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, il va revenir durant la saison 2026, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a eu quand même une grosse blessure, une rupture des ligaments croisés du genou. Donc je pense que sa cote, malheureusement, va le faire en pâtir parce que sinon, pour moi, c'est un joueur qui aurait totalement eu sa place potentiellement en fin de premier tour ou au début de second tour. C'est un joueur 1m89, 95 kg, c'est un beau bébé. Hein. On le voit peut-être pas sur la photo, mais c'est un joueur qui est très dur à plaquer, excellent sur le yard after catch. Bonne qualité athlétique, je trouvais qu'il avait une bonne combinaison de vitesse, puissance et de taille. Ça en fait une menace qui potentiellement sur le jeu profond, mais surtout face à des cornerbacks un peu plus frêles physiquement, même qui peuvent être même un peu longilines, mais qui sont un peu frêles physiquement. Bah, lui, il peut les bouger. Il a quand même une grosse, comment dire, des grosses qualités sur le situation contestée, où c'est vraiment une de ses forces. Donc il a un peu cette tendance de receveur de possession aussi. Après, malheureusement, ce qu'il fait descendre chez moi, c'est son arbre de tracé, où c'est le genre de joueur où son équipe l'utilisait très souvent sur des go ou des posts, et beaucoup de crossers. J'ai l'impression, je voyais que ça chez lui. Je me disais, putain, mais c'est tellement dommage de l'utiliser que de cette manière-là, alors qu'il a d'autres qualités, et qu'il est plutôt assez à l'aise, je trouve, pour se séparer face à un corner, même s'il y a encore des progrès à faire là-dessus. Mais en tout cas, sur l'arbre de tracé, c'est quand même dommage. Alors oui, il a de la vitesse et il est dur à arrêter une fois qu'il est lancé, mais ce serait bien de le voir faire autre chose, et je pense que c'est ce qui lui en pâtit un peu, en plus de sa blessure. Donc en tout cas, c'est un joueur qui est vraiment un poison sur le yard after catch. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir avec ses qualités athlétiques. J'espère qu'il va bien revenir de sa blessure. Après, on sait que les ruptures des ligaments croisés, aujourd'hui, on en revient plutôt bien. Mais j'espère que ça va aller pour lui, parce que c'est quand même un joueur qui a beaucoup de talent. Et je pense qu'il y a une équipe qui va prendre le pari au second tour d'aller le chercher, très clairement. Tu parlais de sa vitesse, 4,44 aux 40 yards. Donc relativement solide. Après, ouais, comme tu disais, la blessure fait automatiquement baisser un joueur, sauf un peu joueur licorne en fait. Hein. Les mecs qui ont vraiment prouvé sur 1 an ou 2 ans et qui se blessent sur la 3e saison.
Tu sais que leur stock va pas baisser, leur stock de draft. Pour les receveurs, ça peut être un petit peu plus complexe, surtout si sur des receveurs de cet acabit, tu as vraiment X receveurs. Clairement, lui, ça sera sa position. Ouais. Donc à voir, et ça peut être une bonne pioche, un peu risquée, mais une bonne pioche pour une équipe qui joue déjà des places en playoff et qui sont potentiellement contenders pour aller au Super Bowl. Parce que si tu le chopes en fin de deuxième tour, c'est forcément des équipes qui sont allées loin déjà en 2025. Donc ça peut être une belle affaire. Un peu risquée, mais une belle affaire. Très clairement. Tu le compares à qui, du coup ? Alors, il y en a beaucoup qui aiment bien la comparaison avec A.J. Brown. Physiquement, je l'entends. Après, je me dis que... Et il a des qualités similaires, hein, bien sûr, en termes de receveur de possession, des très bonnes mains aussi, j'en ai pas parlé, mais il a des excellentes mains, bon catch contest, etc. Donc c'est vraiment un joueur qui peut faire rappeler un petit peu ce profil-là, aussi bon en yard after catch. Mais je trouve que A.J. Brown a été un cran dessus en termes de ball skills un petit peu. Donc moi, j'imaginais un peu plus une comparaison avec Xavier Legette sorti de l'université. Parce qu'en NFL, c'était un peu plus compliqué. Xavier Legette, c'était quand même un prospect qu'on attendait aussi et qui avait montré des très belles choses, un vrai phénomène athlétique. Alors oui, il y a le côté un petit peu mental, etc. On verra si Chris Bell arrive à être meilleur que Xavier Legette. En tout cas, je lui souhaite. Je ne sais pas si ça sera si compliqué que ça, mais bon, on verra. Déjà qu'il revienne bien de sa blessure. Mais en tout cas, dans le profil physique, moi, il me rappelait beaucoup ça. Un joueur très bon aussi en yard after catch, comme Xavier Legette l'était. J'ai regardé sur quelques sites internet, ça les comparait en sortie d'université à Eli Kayomanor, Jonathan Mingo et Cédric Tillman. On lui souhaite de faire une meilleure carrière. C'est ça. C'est pas le meilleur profil qui s'exporte le mieux, c'est pour ça que je ne les mets pas non plus aussi haut que d'autres peut-être. Voilà pour Chris Bell, du coup, en numéro 9. Et pour le numéro 8, on va passer à un receveur qui a été champion lors de la dernière saison NCAA, un grand receveur. Par le talent, ça tu vas nous le dire, mais au moins par la taille, parce que c'est assurément un receveur de grande taille et qu'on pourra amener à mettre vraiment X receveur en NFL. Elijah Sarrat, du coup, des Hoosiers d'Indiana. Ouais, quelle saison de Elijah Sarrat et d'Indiana en général. Et surtout, on l'a quand même vu aussi beaucoup avec, évidemment, Fernando Mendoza, qu'on en a déjà parlé dans ce podcast assez souvent, et que vous allez en entendre encore beaucoup, j'imagine, à l'avenir. Mais en tout cas, Elijah Sarrat a fait une belle saison. Pas forcément la plus productive en termes de yards, mais très productive en termes de touchdowns. Je crois qu'il a 11 touchdowns. Pareil, profil assez grand, avec 1m88, 96 kg. C'est un bon physiquement, en tout cas, moi je trouve qu'il est assez capable de tenir face au cornerback physique. Il l'a montré en college football, je pense qu'à NFL ce sera la même chose. Pour moi, c'est un des joueurs les plus intelligents de cette QV en termes de compréhension de positionnement pour se placer dans les zones libres un petit peu et pour laisser une opportunité à son quarterback de le viser. On a vu une des très bonnes connexions avec Mendoza tout au long de la saison. C'est un joueur qui a été capable de courir plusieurs types de tracés. Je l'ai trouvé très efficace sur les tracés un petit peu comeback ou curl, donc c'est des tracés qui demandent à se retourner assez rapidement. Et je trouve que même s'il n'a pas des qualités athlétiques impressionnantes, il a quand même une belle agilité pour sa taille. Et du coup, je trouve que sur ces tracés-là un petit peu, et ses qualités physiques lui permettaient d'être efficace sur ce type de tracé. Donc honnêtement, c'était très intéressant à voir. Joueur qui est ultra efficace aussi sur les situations contestées, notamment sur les comment s'appelle, les ballons shoulder. Les 50-50. Hein. Les 50-50, oui, mais tu sais, over the shoulder. Back Shoulder, shoulders. voilà, chercher le terme un petit peu. Sur les back shoulder throw de Mendoza, lui, c'était celui qui captait quasiment tout le temps les ballons. Et il y avait vraiment une vraie collection. Donc si tu as un quarterback qui est assez précis et qui sait viser les bonnes zones et bien placer le ballon lorsque son receveur est pris dans un duel, Elijah Sarrat a une compréhension du jeu pour bien se placer, bien positionner son corps. Il a quand même des très bonnes mains et il fait le catch quand c'est nécessaire, même sur des situations contestées. Donc sur ça, je trouvais que c'était vraiment un excellent receveur. Quand même 40 touchdowns en universitaire, hein. C'est assez énorme la production en red zone. Et aussi des excellentes mains, 4% de drop en carrière. Donc vraiment spécialiste du back shoulder qui va faire plaisir à beaucoup d'équipes NFL. Je le vois très concrètement comme un second tour. Pourquoi je ne le vois pas plus haut ? Parce que vitesse et explosivité sont un petit peu ses points faibles. Ça va le pénaliser sur le yard after catch et sur les jeux profonds. Et quand c'est quand même une ligue où il y a tellement d'athlètes, notamment sur la position de cornerback, on demande quand même à ces joueurs d'être assez productifs de ce point de vue-là. Et c'est pas vraiment le jeu de Sarrat.
Donc voilà, mais je pense quand même qu'il est très intelligent et qu'il saura un petit peu trouver sa place en NFL. Des profils similaires ont très bien marché. Je pense notamment à un Michael Wilson qui est un petit peu ma comparaison avec lui, à savoir un joueur qui est capable de travailler dans le milieu du terrain, mais aussi d'être une menace dans les situations contestées. Euh, ou aussi, beaucoup ont pensé à un Keenan Allen, un petit peu, Keenan Allen du pauvre. Voilà, on lui souhaite la même carrière, hein, parce que Keenan Allen, c'était vraiment quand même une belle carrière, mais voilà. C'est ce genre de profil-là qui pourra exister. Il y a des très bons exemples sur lesquels il devra se baser un petit peu son développement là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Manque d'explosivité et de vitesse qui le pénalise un peu, mais c'est quand même un joueur qui, je pense, va être pris au deuxième tour. Ouais, 4,60 au 40 yards. Donc effectivement, quand tu parles de manque de vitesse, ça peut être cet aspect-là. Moi, je veux juste revenir sur sa finale universitaire, où je trouve qu'il est quand même un petit peu passé à côté, où il s'est quand même pas mal fait viser par Mendoza, justement, à des moments un petit peu clutch, deuxième ou troisième tentative. Et j'ai eu l'impression qu'il dropait un petit peu plus les ballons. Alors après, il y a la précision de Mendoza potentiellement, même si lui a fait des super playoffs. Ça rate dans le grand moment de sa carrière, en tout cas en finale universitaire. Je trouve qu'il est un petit peu passé à côté. C'est ce qui m'embête un petit peu sur son profil. Oui, après, je pense que s'il y a une question d'adaptation et de profil, la défense de Miami, c'est quand même une défense assez agressive. Et je pense que Mendoza était clairement pas dans un fauteuil pour le lancer comme il voulait. Ce sera aussi le cas en NFL où son quarterback n'aura pas tout le temps l'opportunité d'être dans un fauteuil pour lui lancer les ballons. Mais ce sera à lui de prouver qu'il sait un petit peu adapter son jeu quand ces situations-là se présentent. Donc moi, je pense il saura réussir en tout cas cette transition. Ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Mais je pense d'ici année 2 ou 3, je pense que ça peut être un vrai contributeur dans une équipe une équipe de playoff, tu vois. Je vois très clairement le profil un petit peu contributeur, wide receiver 2 dans une équipe de playoff, ça me botte bien. Voilà du coup pour Elijah Sarah, donc finaliste de la dernière finale universitaire. On s'approche tout doucement du top 5. Donc là, on va arriver au 7e, pardon. Il nous reste encore quelques joueurs finalement. Et qui mieux qu'un joueur de Bama, c'est une université dont on n'a pas encore parlé. Donc je veux bien sûr parler de Jeremy Bernard, donc pas Jérémy, pas Jérémy Bernard, avec un G, parce que c'est important. Donc on commence aussi à rentrer dans les prénoms un petit peu fun et exotiques. Donc ça, j'aime bien. Rien que pour ça, ça peut devenir un de mes chouchous. Ah, je comprends, je comprends. Et puis même sur le terrain, ça peut devenir un de tes chouchous parce que c'est un joueur qui est très polyvalent. C'est pas forcément une QV où on attendait un joueur de Bama performer cette année. Et Jeremy Bernard a tiré un petit peu son épingle du jeu en étant le leader de cette escouade, 740 yards, 6 touchdowns. Profil assez complet, hein, on baisse un petit peu en taille au fur et à mesure qu'on avance dans le classement. On passe à un joueur qui fait 1m85 pour 93 kg. Mais pour moi, c'est le genre de joueur qui peut jouer partout dans une attaque. Je l'ai vu aligné wide receiver, enfin vraiment à l'extérieur en X ou en Z, dans le slot, voire même des fois running back, parce que c'est un joueur que tu utilises aussi sur des motions pour créer des mismatchs. C'est un joueur qui a des très bonnes qualités athlétiques, excellent sur le yard after catch. Je trouve qu'il a une vraie créativité balle en main, c'est vraiment son point fort. Combien de fois Ty Simpson lui a lancé une petite screen pass et il a réussi à gagner des yards comme ça. On dirait pas quand tu le vois, mais c'est un vrai petit phénomène athlétique là-dessus, je trouve, sur le terrain. Peut-être pas forcément au combine où il n'a pas explosé les scores, mais sur le terrain, quand il joue, pour moi, c'est un vrai bon petit joueur et un coordinateur offensif un peu inspiré pourrait l'utiliser sur des screens, des jet sweeps ou des tracés où tu demandes au receveur de tout de suite se séparer et d'aller vers l'intérieur, par exemple des crossings ou des mèches, ce genre de concept-là un petit peu. Donc vraiment, plus d'un tiers de ses yards, je l'avais calculé, je crois, était sur du yard after catch. C'est vraiment un bon joueur. Et en même temps, c'est un joueur qui a des qualités aussi de receveur de possession. C'est pour ça aussi pourquoi je le mets 7e. Parce qu'il a 4 drops en carrière seulement. Excellent body control pour réceptionner le ballon. 42% de j'avais noté de réussite sur les situations contestées. Joueur assez fluide pour lorsqu'il fait ses cuts, pour créer de la séparation. Donc il a un petit peu cet upside que les 3 autres derrière manque, je trouve, en termes de séparation lors des tracés. C'est pourquoi tu peux l'utiliser sur des tracés slant, ce genre de choses, où ça crée de la séparation rapide. Il est vraiment efficace là-dessus. Par contre, je pense là où il faudra travailler, ou ce qui baisse un petit peu sa cote, c'est vraiment son manque de vitesse sur les tracés longs. C'est un joueur qui peut attaquer la profondeur, mais ce ne sera pas une réelle menace. Je pense qu'il courait, je n'ai pas vu son temps sur le 40 yards, mais je ne sais même pas s'il l'a couru, mais je pense que ça aurait été autour des 4,50. 4,48, ouais.
Par Ouais, contre, tu vois, c'est les 10 premiers yards où il est ultra explosif, il fait ça en 1,52, ce qui le met dans le 20e pourcentile des meilleurs receveurs de la draft. c'est un peu le résumé de son profil un petit peu. C'est un joueur vraiment explosif, mais quand il s'agit d'avoir une vitesse de pointe assez rapide, les cornerbacks en général arrivent à le rattraper. Je trouvais aussi un petit peu arbre de tracé encore à développer, même si on le voit un peu plus utilisé de manière différente, mais c'est vrai que des fois un peu trop de screen, et j'aimerais bien le voir utilisé sur des tracés un peu plus, pour le rendre un peu plus complet et pour augmenter un petit peu son upside. J'aimerais bien aussi le voir un peu plus également au milieu du terrain, parce que c'est un joueur qui a le profil pour catcher les ballons à l'intérieur. Et justement, je ne l'ai pas assez vu faire. Alors, on le voit beaucoup à l'extérieur, etc. Mais le voir attraper des ballons sur des slants, sur des in-breaking concepts, etc., ça serait vraiment pas mal pour son profil, parce que je pense qu'il a les bonnes mains pour le faire, et c'est un joueur assez physique, donc il peut tenir lorsqu'il y a de la pression sur lui. Donc voilà, c'est un joueur qui a encore une utilisation encore un peu inexploitée, mais tu le mets dans les mains d'un coordinateur offensif inspiré, ça peut être un très très bon joueur à l'avenir. Moi, ma comparaison chez lui, c'était Rashee Rice, sans les problèmes de voiture, hein, j'ai envie de dire, mais Attends, il pourrait nous surprendre. il pourrait peut-être nous surprendre, hein, pour l'instant. On touche du bois, hein, pour que ce soit bien de ce point de vue-là. Mais dans le profil, je trouvais que c'était un joueur qui me faisait un petit peu rappeler Rashee Rice, qui est un joueur très productif en NFL, et on le voit quand il joue sur le terrain. Donc j'espère en tout cas, d'un point de vue on-field, on va dire, la même production pour Jeremy Bernard. Ouais, moi, sur différents sites, j'ai vu des comparaisons qui peuvent faire froid dans le dos. Alors, il y a Emeka Egbuka, tu te dis, ok, bon, ça, je pense que c'est le plafond. Et en plancher, j'ai Brandon Rice et Jalen Polk. Autant dire que ça, ouais. Je trouve vraiment que ça m'a mis des petits frissons. Jalen Paul, je peux l'entendre en vrai. Surtout qu'il n'a pas trop bien marché. Dommage, parce que moi je l'aimais bien en plus. Mais bon, les Patriots et les receveurs, tu connais bien comment ça se passe. Ouais, je suis Quand vous voulez drafter haut, ça marche pas. Il va rebondir au scène, je suis persuadé. On espère. Mais en tout cas, moi je le trouve quand même bien plus physique que tous les noms que tu m'as cités. 93 kilos, tu les sens. Et il est dur à plaquer. 13 plaquages forcés en 2025. Ça reste quand même une statistique importante à noter. Et en tout cas, l'utilisation que tu peux en avoir de ce genre de joueur, ultra intéressante. Donc non, très sincèrement, c'est un joueur qui pour moi peut être sélectionné au début de deuxième tour. J'ai pas de problème avec ça. Ok. Ouais, du coup, pour notre ami Jeremy Bernard, on va passer au 6e. Et là, je pense que tu vas pouvoir en parler énormément. Déjà parce qu'il a le meilleur blaze de la prochaine QV pour les receveurs. Et en plus, il joue dans l'équipe que tu apprécies le plus. Casey Concepcion, le blaze est extraordinaire. Donc du coup, de Texas A&M. The floor is yours. Fais-toi plaisir. Ouais, écoute, quel athlète. Un combo vitesse, accélération assez détonnant. C'est un peu la première impression que tu as quand tu le vois jouer. C'est vraiment une fluidité, une agilité, une vivacité vraiment impressionnante, qui en font une menace constante pour les défenses. Joueur excellent sur le yard after catch, capable d'être utilisé dans le slot ou même à l'extérieur selon les concepts. Donc ça aussi, cette polyvalence, elle est à noter. Très créatif balle en main. On le voit aussi notamment sur les retours de coups de pied. Je crois qu'il en a retourné 2 pour un touchdown cette année. Ce qui est quand même très intéressant, parce que c'est quand même un joueur qui va être beaucoup utilisé, je pense, qui va être une vraie menace sur ces phases de jeu-là. Et avoir une arme dans ce profil-là, on l'a vu avec des Rashid Shaheed par exemple, dernièrement, ça fait vraiment fureur en NFL. Et c'est un joueur, mine de rien, qui est quand même dur à plaquer. On dirait pas sur le gabarit, c'est un joueur qui fait 1m81 pour 87 kg, donc un peu plus petit que les joueurs qu'on a cités précédemment. Mais c'est un joueur qui a quand même 39 plaquages forcés en 3 saisons, parce qu'il a quand même un bas du corps assez puissant. Et honnêtement, c'est assez cool à voir, parce que il y a des tracés où tu vas avoir une petite screen pass ou une slant, et tu vas le voir en fait briser 2 plaquages sur l'action, gagner 20 yards et puis être un joueur explosif. Donc sur ça, c'est vraiment un joueur qui peut être très intéressant sur ce type de jeu-là. Je trouve qu'il est assez intelligent aussi pour trouver les bonnes zones dans les espaces, en tout cas dans les défenses de zone, dans les espaces libres. Il est assez bon pour se positionner là-dedans et attraper le ballon dans le trafic. Donc voilà, après, ce qui vraiment le fait un petit peu descendre, il y en a certains qui vont l'avoir un peu plus bas de ce point de vue-là, c'est surtout au niveau des mains. Il a eu quand même pas mal de drops en college, 19 drops en 3 ans, même si j'ai noté quand même une amélioration depuis l'année dernière. Donc à voir, est-ce que c'est vraiment aussi des fois les lancers qui sont pas si bons que ça? Est-ce que des fois aussi son catch radius qui est un peu limité
lui enlève aussi cette possibilité d'attraper le ballon plus facilement. Ça peut être une des raisons aussi. Il manque quand même encore un peu de physicalité au catch point, j'avais noté. Ce qui est aussi, c'est un joueur qui a des mains ultra puissantes et qui a un énorme gabarit, un énorme haut du corps. Donc quand il y a de la pression et qu'il y a un cornerback avec des longs bras qui vient lui contester le ballon, c'est un peu plus compliqué pour lui dans ces situations. Malgré tout, je trouve quand même que son explosivité, c'est une des meilleures de la QV. Donc pour moi, c'est un joueur qui mérite très clairement le début de second tour, voire la fin de premier tour. Et dans la comparaison, moi je m'étais noté un petit peu un Jaden Reed des Packers, dans le profil un peu vraiment yard after catch, joueur polyvalent hybride, que tu peux faire jouer dans plusieurs types de schémas et qui est vraiment qui est productif aussi selon les coordinateurs que tu vas avoir. Mais en tout cas, c'est un joueur explosif que tu peux vraiment kiffer en NFL, quoi. Ouais, c'est ça, ce sera pas ton receveur numéro 1. Non. Mais par contre, c'est celui qui pourrait potentiellement te faire le plus de stats sur des tracés courts et intermédiaires, en fait. Donc, ouais, gros profil. On sent il est vraiment monté dans les mocks. Tu vois, ça a mis du temps à vraiment le faire monter. Et là, ça y est, il est de manière consensuelle. Il est quasiment top 5, top 6 dans pratiquement toutes les mocks qu'on peut voir passer. Donc, je pense que là, ça y est, il a son siège qui est relativement safe maintenant. Comme tu disais, fin de premier tour, et grand maximum, milieu du deuxième tour, et je dis bien grand maximum. On verra ce que ça peut donner. Effectivement, on les connaît, ce type de profil. S'il tombe dans la bonne équipe, ça peut vraiment faire des étincelles. Et quand je dis bonne équipe, c'est dans le sens où l'équipe saura bien l'utiliser et pas lui demander de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Alors après, il a le droit de progresser, il reste relativement jeune, hein. Il va avoir 22 ans lors du début de la saison prochaine. Ça peut, voilà. C'est jeune et en même temps pas si jeune que ça pour un receveur quand tu sais que certains à 19-20 ans se présentent à la draft et sont pris. Donc il y a aussi ça qui peut rentrer en ligne de compte pour lui. Mais non, profil ultra intéressant et surtout ultra explosif qui va forcément intéresser des équipes de fin de premier tour ou de tout début de deuxième tour pour moi. Je suis assez d'accord. Ouais, puis l'homme aussi, moi pour l'avoir suivi un petit peu plus du côté de Texas A&M, joueur hyper attachant qui est en plus atteint de bégaiement et qui arrive à faire face tu vois, durant les médias, on l'a vu lors du combine, et c'est super, je trouve, pour tous les gens atteints de problèmes comme ça, tu vois, lui, il arrive à s'exprimer, il tente, etc. Donc vraiment, il essaie de prendre du leadership dans la wide receiver room de Texas A&M, c'était vraiment super cool de le voir, et je le suivais déjà un petit peu à NC State à l'époque, parce qu'il a été transféré entre-temps à Texas A&M cette année. Donc vraiment auteur d'une superbe saison à 919 yards, 9 touchdowns cette année. Et honnêtement, je pense qu'une place fin de premier tour pour moi est vraiment envisageable pour lui, connaissant les besoins de toutes les équipes de la Ligue, en tout cas, enfin beaucoup d'équipes de la Ligue au niveau des receveurs. Voilà, du coup, pour le tour numéro 6, Casey Concepcion. Et là, on va passer dans le top 5. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres noms qui seront donnés au-delà des 5 derniers, bien sûr. Mais là, on rentre chez les costauds, là. On rentre dans le vif du sujet. Et en numéro 5, un autre champion de la dernière saison NCAA, Omar Cooper Jr., que du coup, toi, tu positionnes en premier receveur des Hoosiers. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Profil moins grand et moins 3 pu moins physique que Elijah Sarat. Mais du coup, voilà, il a, lui, des qualités à faire valoir. Tu vois, c'est très complémentaire d'un Sarat, parce qu'on disait Sarat, c'était un peu le receveur de possession, etc. Cooper, lui, c'est vraiment le joueur explosif, véritable athlète pour la NFL. Combo vitesse et explosivité quasiment élite, honnêtement. Son temps sur le combine, je crois qu'il était très intéressant, mais je trouve même en match, ça paraît plus impressionnant que son temps. Joueur qui peut jouer dans le slot ou même en receveur Z. Excellente capacité pour se retourner et repartir avec un premier pas explosif. C'est pas le cas de tous les receveurs qu'on a cités dans cette liste. Et c'est un joueur qui a aussi des excellents ball skills. On se souvient évidemment de son catch incroyable en toute fin de match face à Penn State. On en avait parlé dans l'émission LFOU que vous pourrez trouver sur YouTube, etc. Donc vraiment, je trouve le joueur très très impressionnant, et même quand tu regardes les tapes, c'est encore plus impressionnant que quand tu vois les matchs. Sa saison, c'était 937 yards et 13 touchdowns, donc quand même une grosse menace pour les Hoosiers cette année. Il a quand même assez de puissance, quand même 92 kilos, qui lui permettent de casser des plaquages. Il a aussi très bonne, c'est un très bon joueur sur le yard after catch. Quasiment la moitié de ses yards sont sur le yard after catch. Donc tu sens que dès qu'il a le ballon en main, c'est un danger permanent. C'est une menace aussi sur le jeu profond depuis le slot ou même depuis l'extérieur grâce à sa vitesse. Des excellentes mains
un peu plus. C'est pour ça que je l'ai mis un peu devant Concepcion. C'est au niveau des mains que pour moi ça fait la différence. Et c'est aussi un joueur que tu peux utiliser sur des motions parce qu'il est explosif, ou alors tu peux utiliser sur des screens ou des jet sweeps. Donc vraiment, joueur, tu peux en faire un petit peu ce que tu veux. Et pour moi, c'est un peu un vrai lock pour le premier tour. Je serais très surpris qu'il soit encore disponible le deuxième. C'est un joueur que tu vas voir qui va faire plaisir tous les dimanches quand tu vas le voir jouer. Pour n'importe quelle équipe NFL, c'est un joueur qui peut être potentiellement titulaire. Donc après, ce qu'il a travaillé pour moi, c'est vraiment ce qui lui fait descendre, c'est sa vitesse de pointe qui n'est pas élite et ce qui peut un peu baisser son niveau en menace verticale. Et c'est peut-être aussi ce qui peut améliorer ses fluidités au niveau des tracés, peut-être mieux manipuler le défenseur, tu vois, des fois faire des petites feintes, ce genre de choses. On va le voir avec les receveurs qui sont au-dessus du classement, il y en a certains qui maîtrisent très bien cet aspect-là du jeu. Lui, je pense que c'est un petit peu son point à travailler. Mais je pense qu'il a toutes les qualités pour réussir de ce point de vue-là. Et aussi, il n'a jamais été non plus la cible numéro 1 avec une attention particulière en NFL. Enfin, en tout cas en NCAA, donc ce sera à suivre en NFL s'il veut être un receveur numéro 1. Donc c'est pour ça que la projection, elle est un peu moins élevée que d'autres profils qui sont juste au-dessus de lui. Donc voilà, moi c'est pour ça que je le mets en numéro 5. Mais j'entendrai des gens qui ont une projection un peu plus haute sur lui, par exemple. Tu parlais de consensus, et on parlait de consensus pour Casey Concepcion juste avant. Par rapport aux mocks qui peuvent sortir, je vois Omar Cooper être pris plus tôt, mais aussi plus tard en fait. Il y en a certains qui le positionnent en 8e, 9e meilleur receveur de la QV. Donc c'est un profil qui est quand même très très intriguant. Pareil, relativement jeune et en même temps pas si jeune que ça, parce que de la même manière, il aura 23 ans en fin d'année. Donc tu sais pas il aura une marge de progression, mais est-ce qu'elle est si importante que ça? C'est aussi ce qui peut freiner certaines équipes. Et puis, profil très, de par sa taille aussi, tu sais ce que tu vas pouvoir lui demander et tu sais aussi ce que tu vas moins pouvoir lui demander. Donc, je pense que ça peut le faire descendre un petit peu dans certains boards, mais de la même manière, et comme ce qu'on a pu dire pour Concepcion, s'il tombe dans la bonne équipe, bien utilisé, ça peut faire très très mal. Tu as évoqué toutes les qualités. C'est un super receveur et je parlais précédemment pour Elijah Sarrat qui est un petit peu passé à côté de sa finale. Omar Cooper, lui, on l'a bien vu pendant la finale. Donc, c'est aussi à mettre à son crédit, je trouve. Et c'est plus ou moins des intangibles que moi, je trouve importants, en tout cas, chez des receveurs ou voilà, à ces postes très mis en avant, très mis en lumière, de mecs qui arrivent à performer sur la grande scène. Bah, tu te dis qu'en NFL, du coup, c'est un gars qui pourra régulièrement faire ses stats semaine après semaine parce qu'il a déjà performé au niveau universitaire lors des grands moments, lors des grands matchs, face à une opposition relevée. Donc ça, c'est extrêmement bénéfique de son côté, je trouve. Ouais, très clairement, totalement. Et puis en comparaison, tu vois, j'avais mis DJ Moore, fait penser un petit peu à ce genre de profil-là. Okay. Je vois que tu peux utiliser de plusieurs manières, efficace sur plusieurs phases de jeu et très très bon sur le yard after catch avec un profil physique assez similaire. J'ai pas vu son temps sur le combine, je crois qu'il est autour de 4,35 à peu près, 4,34. Il est à 4,42. Ah, excuse-moi, j'ai confondu alors. Mais en tout cas, voilà, tu vois, même je trouve 4,42 pour moi, c'est même beaucoup moins à ce à quoi je m'attendais. Je trouve en match, ça paraît vraiment un peu plus détonnant. Après, je crois que sur le 10 yard, il était assez intéressant aussi, sur le 10 yard split. Vraiment, en termes d'explosivité, c'est vraiment très très intéressant. Donc, pour moi, c'est un joueur qui va briller tous les week-ends en NFL. Ouais, à voir. Comment dire, c'est les temps aux 40 yards, je pense qu'il ne faut pas les prendre bruts. C'est-à-dire qu'on a vu des receveurs courir très très vite et être très très lent avec les pads et vice-versa en fait. Donc c'est vraiment des éléments à prendre en considération et moi ce que je regarde plus que le temps des joueurs qui courent le 40 yards, pas uniquement les receveurs, c'est la fluidité avec laquelle ils courent. Il y en a, tu vois certains qui courent vraiment à l'arrache et tu sais que c'est pas du tout transposable en NFL, ils peuvent pas courir comme ça, et d'autres tu sens qu'ils sont droits, fluides, et ça tu te dis même avec les pads, il perdra un petit peu de vitesse parce que tu as le poids des épaulières, du casque, etc. Mais en fait, s'il est bien gainé, s'il est bien droit, tu sais que c'est transposable automatiquement en NFL et que du coup, avec les équipements, tu sais que c'est un receveur ou un joueur qui ira vite en fait, qui jouera vite. Et ça, c'est vraiment l'élément que moi je veux plus mettre en avant par rapport au receveur. Et ça se voit pas dans les chronos, mais ça se voit vraiment en regardant les joueurs. Et c'est toi aussi ce que tu as fait justement quand tu as scout les joueurs en fait et que tu as fait ton classement. Oui, c'est ça. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est les intangibles qui sont là et qui sont transposables à la NFL. Lui, il les a. Très clairement. Voilà pour le numéro 5. Là, on va rentrer dans les 4 derniers qui, eux,
pour le coup, font consensus parmi tout le monde. Après, les classements peuvent un petit peu différer, mais en tout cas, il y a un top 4 vraiment qui se démarque. Et toi, de ton côté, tu pars sur un receveur qui joue dans l'État de Washington, en tout cas qui jouait dans l'État de Washington. Pareil, qui a un blaze qui en impose. Denzel Boston, le grand receveur de Washington. Exactement. Bah, tu vois, ça m'a fait rire vu que tu en parles de son prénom. Parce que j'avais mis dans la fiche le combo prénom Denzel plus un nom de ville des États-Unis. T'es forcément quelqu'un qui va marcher dans la ligue. Ah, en tout cas, si c'est pas dans la ligue, tu vas faire une carrière d'acteur. Mais en tout cas, voilà, moi j'adore Denzel Boston. Prototype physique parfait pour moi du wide receiver X. Il est grand, 1m93, 95 kg. Mais je trouve assez rapide pour son gabarit. Une explosivité quand même qui est assez certaine, je trouve, dès le snap. Moi, chaque fois que je le vois, je trouve qu'il explose assez rapidement une fois que le ballon est snappé. Et ça, c'est une des choses que je trouvais assez intéressante chez lui. Très très bon sur la red zone, évidemment. Avec son profil physique, il a des excellentes mains. Il a marqué 20 touchdowns, je crois, sur ces 2 dernières années. Et 77% de réception sur les situations contestées en 2025. Totalement délirant. Avec seulement 2 drops cette année. Donc vraiment, tu lui lances le ballon, même s'il y a un receveur sur sa gueule, il s'en fout, il va te l'attraper. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et très bonne main, donc excellent ball tracking aussi, je trouve, pour repérer la balle dans les airs et s'ajuster. Même si le lancer du quarterback n'est pas élite, tu vois, par exemple, et bah, lui va réussir à s'ajuster. Je trouve ce qui le différencie un petit peu des autres profils un peu physiques, comme on a déjà vu sur cette fin de classement, c'est son bagage de release, qui pour moi, je trouve, pour un joueur physique comme ça, était assez développé. Donc les releases, c'est vraiment lorsque tu te démarques dès le snap, lorsque tu as par exemple un cornerback en presse sur toi, bah, comment tu vas te séparer face à lui. Tu as plusieurs techniques et lui, je trouve qu'il a plusieurs techniques à son arbre. C'est un joueur qui est physique aussi, si nécessaire, assez bon sur le bloc aussi également, ça aussi, il faut le mentionner. Et sur le yard after catch, en fait, bah, son profil physique, vu que c'est quand même un joueur qui est assez rapide pour son gabarit, bah, il a quand même des qualités athlétiques assez intéressantes sur cet aspect-là du jeu et il est capable de briser des plaquages si nécessaire et de gagner des yards supplémentaires. Donc c'est vraiment un joueur assez complet. Bien sûr, ce genre de profil-là, on connaît un petit peu déjà à l'avance ce qui va faire pencher, c'est sa qualité de séparation au plus haut niveau, à savoir l'agilité, la vitesse d'exécution et ses changements de direction, notamment quand il court un tracé. Il y aura peut-être plus facilement l'opportunité pour les cornerbacks d'arriver à le suivre parce que c'est pas un joueur soudain, c'est pas un joueur ultra vif, mais par contre, en vrai, je trouve que son profil physique est tellement important et tellement imposant que pour moi, il arrivera à survivre les dimanches soirs en NFL parce que même si tu as un quarterback qui n'est pas le plus précis du monde, bah, lui pourra t'attraper les ballons de ce joueur-là. Donc voilà, pour moi, Denzel Boston, c'est un joueur qui était productif à Washington. Il a été le receveur numéro 1 de cette équipe. 755 yards et 10 touchdowns cette année, mais en n'ayant pas joué de tous les matchs. L'année dernière était aussi productif, donc vraiment un joueur avec des superbes qualités et qui, je pense, va faire le bien de beaucoup d'équipes. Parce que dans son profil-là, j'ai l'impression qu'au premier tour, en tout cas, c'est peut-être le seul joueur que je vois dans le profil du receveur de possession pure, receveur X, très grand et très bon sur les situations contestées. Tu nous en dépeins un receveur quasiment Hall of Famer. J'aimerais te croire. Hein. Quand même Vraiment, pas, quand même pas. un grand receveur sortant de Washington qui arrive à performer. J'aimerais te croire, hein, vraiment. Tu connais mon non-amour maintenant pour les grands receveurs qui manquent de séparation et des receveurs qui sortent de Washington, ce qu'on a évoqué Jalen Polk. Mais ça, c'est un avis tout à fait personnel. Mais écoute, je demande qu'à te croire. C'est vrai que la comparaison, tu parlais de Macmillan tout à l'heure en 2025. La comparaison est un petit peu toute trouvée avec ce type de receveur. Après, Macmillan est plus fluide, vraiment ouais. beaucoup plus fluide quand même sur les mouvements. Tu vois, moi je pensais plus à un Courtland Sutton dans ce genre de profil-là un petit peu. Un peu moins fluide, mais très puissant, très imposant, une menace en red zone, etc. Donc, ouais, vraiment plus ce genre de profil-là. Je vais te lancer un peu sous le bus. Projeter quelle équipe ? Toi, tu le verrais dans quelle équipe pour qu'il performe vraiment ou que l'équipe puisse utiliser vraiment avec ses qualités ? Moi, franchement, je te l'ai déjà dit en off, mais pour moi, les Patriots, s'il est dispo à votre pick, pour moi, je le prends, c'est un no-brainer. Vous n'avez pas trop ce profil-là, même s'il y a un McCollins et tout là, mais il est plutôt jeune. Non. Donc, sur ce genre de profil de receveur, potentiellement receveur X, il peut rendre de fiers services. Après, on pense aussi forcément aux Bills, à voir ce qu'ils vont faire avec Ian Coleman.
C'est aussi Ouais. ce genre de joueur-là qui manque un petit peu. Lui, ce serait vraiment une fiabilité, un Denzel Boston. Je pense que c'est un joueur qui sera jamais le plus productif, va pas faire des saisons à 1500 yards, quoi que ce soit. Mm. Mais ce sera le genre de mec qui va te faire tout le temps ses saisons à 900 yards, 800 yards, 900 yards et 10 touchdowns, tu vois. Vraiment, pour moi, c'est un peu son plancher à ce sujet-là. Aux Eagles, si les Eagles sont amenés à trader AJ Brown, Oui, qui peut être un oui, profil carrément. Ouais. qui ressemble un petit peu aussi à ce que Jalen Hurts apprécie également. Donc, ok, non, mais on comprend bien et on voit bien un petit peu le profil du joueur. C'est vrai que il me semble que c'est l'un des receveurs, en tout cas dans le top 10, le receveur le plus grand, parce que même Malachi Fields, il fait pas 6 pieds 4. Il est pas à ce niveau-là. Si, il Si, a grosso modo. 6-4, mais après, j'ai pas noté le détail exact, mais peut-être ça Mm. doit être le plus grand, parce qu'il doit être peut-être à un 94 Bunston. Ouais. ce que j'ai vu. Donc profil intriguant et intéressant justement pour certaines équipes. Là, on passe vraiment du tout au tout entre Omar Cooper qui fait 1m80 et Denzel Boston qui culmine quasiment à 2 mètres. Donc voilà, on a vraiment deux profils différents qui sont collés l'un à l'autre en 5 et en 4. Et sur le podium, du coup, on a évoqué certaines universités qui envoient beaucoup de receveurs année après année en NFL. Donc là, on va parler de l'une d'elles. Elle est située dans l'Ohio. Ohio State, évidemment, avec le receveur Carnell Tate, qui a beaucoup fait parler de lui cette saison, et en bien. Exactement. Et puis, il est à côté, malheureusement, d'un Jeremiah Smith qu'on cite assez régulièrement, mais c'est peut-être ce qui lui fait baisser un petit peu sa cote, parce que c'est un joueur qui n'a pas pu non plus exploser. Il a quand même profité des ouvertures que fait un Jeremiah Smith. Mais Tate, c'est vraiment une machine à big play. Pour moi, c'est vraiment ce qui le différencie de beaucoup de grands receveurs de cette QV, par exemple. Tu vois, lui, il fait 1m90, 89 kg. Mais son combo taille-vitesse et sa capacité à être menaçant sur le jeu profond, moi, je trouve que c'est assez impressionnant. Il a des excellents ball skills. Pour moi, c'est peut-être l'un des receveurs, c'est peut-être même le receveur qui traque le mieux la balle quand elle est dans les airs et d'ajuster son corps en conséquence. Donc sur ça, c'est assez impressionnant. Il a un excellent catch radius avec des longs bras. Donc il est capable d'attraper le ballon et faire des réceptions assez spectaculaires. Je trouve qu'il a même progressé sur des types de réceptions, tu vois, notamment les toe taps. Il n'y en a pas beaucoup en college football qui le font, mais il y en a certains qui le commencent à l'apprendre parce qu'ils savent qu'il va avoir l'opportunité de le faire et que ce sera quand même un prérequis pour la position si tu veux être un top receveur à ta position. Et lui, il a commencé à le faire, donc ça, c'est assez notable. Et tu vois, j'en parlais tout à l'heure avec Denzel Boston, mais tu vois, lui, en réception contestée, c'est 85% de réussite. C'est assez monstrueux. Ouais, Assez monstrueux, donc voilà, gros, un beau gabarit, mais qui est assez athlétique. Donc c'est ce qui le différencie par exemple d'un Boston. Et je trouve que ça, notamment sa release sur la presse s'améliore cette année. C'est un joueur qui a été aussi capable d'être aligné un joueur assez polyvalent, capable d'être aligné en X ou même à l'intérieur, voire en Z selon les schémas. Donc tu vois, sur des slot fade par exemple, il peut menacer la profondeur depuis le slot, c'est ultra important et je pense que les équipes peuvent l'utiliser sur ces formats-là. Donc voilà, moi vraiment sur pourquoi je le mets pas plus haut, je trouve que en termes de décélération par exemple, j'en ai peut-être pas parlé encore au début de l'épisode, mais je trouve c'est important de savoir bien décélérer pour se retourner rapidement ou changer de direction notamment, et je trouve que sur ça il peut encore progresser. Sa capacité aussi à se séparer verticalement, à voir avec sa vitesse qui est pas non plus élite. Je pense qu'il saura menacer la profondeur, ça c'est pas un problème, mais elle n'est pas élite non plus. Donc à voir aussi s'il arrive à continuer là-dessus, même si c'est un joueur qui arrive à très bien se séparer, notamment sur des doubles moves. Je l'ai trouvé très, très intéressant là-dessus. Et comme je le disais tout à l'heure, mais notamment sur sa capacité à être un receveur 1 d'une équipe. On l'a pas vraiment vu cette année, en tout cas durant sa carrière. Donc est-ce que l'augmentation du nombre de volumes lui fait peur? Je sais pas. C'est une bonne question. Après, on sait qu'Ohio State, c'est quand même, comme tu le disais tout à l'heure, une usine à receveurs. Même des joueurs qui n'étaient pas forcément les receveurs numéro 1 de leurs équipes ont fini par le devenir. On pense notamment aux Garrett Wilson, les Chris Olave, etc. sont quasiment tous des receveurs numéro 1 dans leurs équipes respectives. Et lui peut clairement le devenir. Je le mets peut-être un cran derrière. Enfin, pas un cran derrière. En fait, je le mets vraiment dans le même pôle que les deux joueurs qui sont devant lui. S'il y en a qui vont le mettre en numéro 1, je vais vraiment pas critiquer parce que pour moi, les 3 premiers joueurs de ce classement, c'est les goûts et les couleurs. C'est ce que tu préfères. Moi, j'ai juste fait un choix sur ça parce qu'il y avait un manque de production, je trouvais, en tant que receveur numéro 1. Mais pour moi, Carnell Tate, c'est un top 15 talent de cette draft, large. Et pour moi, je pense même qu'il peut partir top 10. Donc voilà. Ok. Quelques petits éléments statistiques. 4,53 aux 40 yards, il semblerait, et surtout 21 ans. Quand on parlait de plancher plafond,
lui, il a encore une progression devant lui qui peut être assez impressionnante s'il a un bon coach, s'il a des bons coéquipiers autour de lui, s'il a un bon quarterback qui arrive à le mettre en avant. Ça peut être vraiment un top receveur. On l'a évoqué, Ohio State en plus des habitués à mettre des receveurs en bonne position en NFL. Donc, ça va être un des joueurs les plus intéressants à suivre, en tout cas la prochaine draft. Et ensuite, en NFL, je te rejoins complètement. Et juste pour reprendre ce que tu as dit il y a 2-3 minutes sur le TOTAP, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le fait de mettre les deux pieds à l'intérieur du terrain pour valider la réception, ce qui en football universitaire n'est pas obligatoire, un seul pied suffit. Et c'est vrai qu'on a pu voir des receveurs en sortant de NCAA se faire avoir en NFL, quand bien même ils ont l'info, bien sûr, mais ils sont tellement pas habitués à le faire qu'en fait ils laissent traîner un seul pied et pas le deuxième. Quand il y a cette intelligence-là de la part de receveurs qui savent de toute façon qu'ils vont se présenter à draft et qui risquent d'être pris très très haut, de pouvoir commencer déjà à travailler sur cet aspect-là, ça montre quand même une certaine maturité, je trouve. Ouais, non, très, très, très clairement. Et puis, juste un petit peu ce qui peut limiter aussi son potentiel, c'est le yard after catch. C'est un joueur qui est assez grand, mais c'est pas forcément un joueur qui a un bas du corps puissant. Donc, je ne l'ai pas trouvé le plus menaçant sur ces phases de jeu-là. Dès qu'il a le ballon en main, voilà, une fois qu'il fait la différence avec sa vitesse, c'est bien. Mais si tu le prends sur un slant, c'est pas le genre de joueur qui va briser 3 plaquages et qui va partir au touchdown, tu vois. Je pense, au premier plaquage, il est souvent il est plaqué au sol et puis basta, quoi. Voilà, du coup, pour notre ami Carnell Tate, on va passer au deuxième. Et c'est un joueur des Arizona State. Ouais. Donc, vous aurez du coup deviné qui est le premier. Mais d'abord, avant de passer au premier, le deuxième, Jordan Tyson. L'un des noms qui revient le plus souvent dans toutes les mock drafts. Je vais te laisser parler des qualités. Un petit défaut quand même qui est souvent revenu lors de ces années en université, c'est malgré tout les blessures. Donc là-dessus, voilà. De nombreuses qualités. Un petit point négatif le concernant qui peut un tout petit peu le faire baisser, c'est ses blessures. Mais toi, qu'est-ce que tu as à nous en dire sur ce Jordan Tyson? Bah, un petit peu baissé, je sais pas, parce qu'en vrai, pour moi, c'est même une sorte de point d'interrogation, parce que j'ai le sentiment que dans le microcosme un petit peu de la NFL, ce qui ressort, c'est vraiment, s'il n'y avait pas toutes ces blessures-là, je pense que ce serait le wide receiver numéro 1, sans débat, de cette QV pour moi. Je pense que c'est le meilleur séparateur pur de cette QV. Pour moi, on en parlait tout à l'heure avec Macmillan, mais un mot qui lui correspond bien, je trouve, c'est le mot fluidité. Quand tu le vois jouer, c'est vraiment un joueur fluide. Capacité à créer de la séparation grâce à son agilité et sa vivacité, tu vois, sur les petits espaces notamment. C'est un joueur, même si c'est un beau gabarit, hein, 1m88, 90 kg quand même, donc il fait quasiment même poids que Carnell Tate. Mais tu vois, lui, il a le footwork et la fluidité qui différencie de Tate, par exemple. Et je trouve que c'est un joueur aussi intelligent pour manipuler les DB quand il s'agit de faire des double moves, par exemple, ou faire des feintes de corps pour se séparer, ou même attaquer la hanche du DB pour que le DB se tourne et qu'il tourne ses hanches de l'autre côté pour qu'ensuite lui il parte dans l'autre direction. Lui, il a cette capacité-là. Et je trouve que c'est super intéressant de le voir faire. Et c'est super cool à voir, tout simplement. Joueur qui est aussi assez agressif au point de catch. Ça aussi, j'aime bien. C'est un joueur qui va vers le ballon. Tu vois, c'est pas le genre de joueur qui attend le ballon qui vient à lui. C'est lui qui va vers le ballon. Et ça, j'ai trouvé ça super bien. Il a un très bon pourcentage en termes de drop. Je crois 2,5%, donc très peu de drop en carrière. Et pour moi, c'est un joueur qui a sur son arbre de tracé, c'est un joueur qui a été utilisé sur tous les niveaux, jeu court, jeu intermédiaire, jeu long. C'est pas forcément celui qui a la meilleure vitesse. Je pense qu'un Carnell Tate, par exemple, a une meilleure vitesse. Mais sa capacité à se séparer et à feinter un petit peu les DB peut lui permettre d'être menaçant sur des jeux profonds. Donc c'est un joueur que tu peux utiliser sur je pense, 3 niveaux. Même si sur le troisième, ce sera pas le plus utilisé, mais tu vois, sur au moins 2 niveaux, il sera très très performant. Donc ça, c'est vraiment ce qui me fait le mettre assez haut dans mon classement. Après, pourquoi il n'est pas numéro 1? Bon, bah, c'est peut-être le manque de physicalité, voilà, dans son jeu. C'est pas une menace sur le yard after catch énormément. Pareil, comme je disais pour Carnell Tate, c'est un joueur qui est souvent plaqué dès le premier plaquage. Et surtout, ses blessures, hein, t'en parlais tout à l'heure, mais historique blessure conséquent depuis 2023. Il n'a jamais fini une saison quasiment en college football. Donc ça, ce sera une inquiétude. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'équipes l'imaginent glisser hors du top 10 ou hors du top 15. Parce que justement, il y a cette inquiétude-là du point de vue des blessures. Ok, tu parlais de sa séparation et le fait d'attaquer le ballon. L'un des meilleurs en NFL, c'est Justin Jefferson. Vous pouvez voir quelques vidéos de Justin le faire. Voilà, Jordan Tyson n'est pas encore à ce niveau-là, mais il va progresser. Et effectivement, ce type de receveur, tu sais que ça mettra forcément en difficulté les cornerbacks adverses, parce que aussi bons peuvent-ils être,
partir du moment où le receveur revient vers son quarterback pour récupérer le ballon, le cornerback pourra jamais défendre ou alors le plaquer, mais après la réception. Donc c'est vraiment des profils qui sont plus, qui ont voilà, un terme que tu aimes bien toi de ton côté, un QI football. Voilà, c'est vraiment ce type de receveurs-là qui vont profiter un petit peu de leurs atouts physiques pour justement catcher tous les ballons qui vont pouvoir traîner autour d'eux. Donc, ouais, top 15 au draft, maximum. Ouais, moi je pense que top 15, c'est jouable. Après, c'est vraiment son historique de blessure pour moi, sinon c'était un top 10 lock. Mais, Il passe pas les 16, quoi, les Jets. ouais, je pense que ce serait un peu. Ouais, c'est vrai que en 16, ouais, je le verrais mal sortir du top 16, tu vois. Enfin, en tout cas, franchement, pour moi, l'équipe qui le chope en 22, 23, tu vois, par exemple, bah, c'est quasiment un style, tu vois. Moi, dans la comparaison que j'avais, c'était un profil comme Garrett Wilson, tu vois. Genre de receveur très fluide, Ouais. qui sait très bien se séparer sur plusieurs niveaux. C'est pas forcément les qualités athlétiques les plus délirantes, mais QI football et fluidité et séparation. Voilà, vivacité, etc. Genre de joueur qui va performer et durer dans ce genre de profil en NFL. Ok, bon. Ça donne envie, mais du coup, il est pas premier. Parce que le premier, c'est ton chouchou, quoi. On pouvait pas passer à côté. Le receveur, du coup, de USC, Makai Lemon. Bon, vas-y. Là, je te laisse en parler parce que ça fait des semaines et des semaines qu'il nous en parle. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu sais qu'en plus, il a été receveur numéro 1 depuis le début. Je crois que c'est la première fiche qu'on a sortie. Et c'est le premier mec que j'avais fait. Et bah, tu sais, bah, au moment où tu fais tes classements et tu essaies de voir qui c'est qui peut prendre sa place. Et ouais, bah, hormis Tyson Tate qui était un peu dans ce range-là, bah, je me suis dit, ouais, au final, Mackay Lemon, ça reste mon receveur que j'ai préféré regarder cette année. Pour moi, c'est le package complet du slot receiver. C'est séparation, ball skills, yard after catch et intelligence de jeu. Pour moi, l'intelligence, c'est vraiment sa qualité première. C'est vraiment, il se place tellement bien. Il est tout le temps dans la petite fenêtre où ton quarterback peut lancer et c'est assez fou à voir. Tu lui mets une défense de zone, bah, c'est terminé. Enfin, il va toujours bien se placer et être la petite soupape de sécurité pour ton QB. C'est pour ça que je le compare à des joueurs vraiment intelligents qui ont fait un petit peu carrière là-dedans. Je pense à du Amon-Ra St. Brown, par exemple, avec ses côtés un peu physicalité et intelligence de jeu. Bah, lui, tu vois, moi, c'est vraiment ce qui me fait penser en premier. Je pensais aussi à du JSN, tu vois, Jackson Smith et Jigba. Même si Mackay Lemon a beaucoup plus performé dans le slot et que JSN a été un peu plus utilisé à l'extérieur cette année. Mais tu vois, c'est un joueur qui a une excellente capacité à décélérer et à se retourner rapidement, ce qui le rend très dangereux sur plusieurs types de tracés où il doit se retourner pour réceptionner le ballon rapidement, sécuriser le catch, voire même partir en yard after catch parce que c'est un joueur qui est assez difficile à plaquer. J'avais noté, je crois, 505 yards after catch sur les 1156 qu'il a fait cette année, 11 touchdowns. C'est un joueur qui fait 1m80, je ne l'ai pas précisé, 88 kg, donc c'est peut-être le plus petit de la liste. Mais étonnamment, c'est un de ceux qui a les meilleurs ball skills aussi. Très bon ball tracking. Je trouve pour traquer la balle dans les airs, il était très intéressant. Il a eu plusieurs fois des catchs vraiment compliqués à faire dans le trafic. Et il est là, il arrive à sécuriser le ballon. C'est vraiment assez impressionnant. Donc, sur les situations de catch contestées, je crois qu'il était à 66% de réception réussie, ce qui est tout à fait honorable pour ce type de gabarit. Et je trouve aussi que c'est un joueur qui possède des instincts sur le yard after catch, capacité à éviter le contact, capacité à sentir un petit peu les coups, tu vois, à comment grappiller quelques yards supplémentaires. Il est très intelligent sur ça. Donc c'est vraiment cool à voir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est capable de briser quelques plaquages si nécessaire. Je crois qu'il en a fait 21 en 2025, 21 pour un receveur de ce profil-là, c'est assez impressionnant. Et vraiment, bah ouais, comme je disais, son super pouvoir pour moi, c'est son intelligence de jeu. Après, voilà, il n'a pas une vitesse excellente. C'est ce qui le pénalisera en NFL, parce que ce sera jamais un joueur qui va avoir beaucoup de snaps à l'extérieur en receveur X ou Z. Il va principalement être dans le slot. Il a joué quasiment 70% du slot à USC. Je pense pas que ça va changer en NFL. Donc voilà, c'est ce qui va faire un petit peu baisser sa cote, et un joueur aussi avec un catch radius, donc une envergure assez limitée, ce qui sera peut-être un profil un peu plus compliqué pour lui face à des cornerbacks un peu longilines, ou voire même physiques, parce que notamment j'ai souvenir, j'avais regardé le match face à Notre-Dame. Retenez bien ce nom, mais Leonard Moore, le cornerback de Notre-Dame, lui a posé beaucoup de soucis. Et Leonard Moore, ça va être un top cornerback, peut-être même sûrement le meilleur cornerback de 2020, pour la draft 2027. On verra comment il s'en sort cette année, mais c'est peut-être là, si on doit faire un ranking, je pense que c'est potentiellement un top 10 prospect de la saison prochaine.
Mais en tout cas, il a eu beaucoup de mal face à ce type de joueur-là, donc assez physique sur les situations de presse et assez longiligne. Donc voilà, je pense que c'est le genre de joueur qui m'assure on va dire la plus grande, enfin, comment dire, la plus grande satisfaction, ou en tout cas, ou vraiment une assurance tout risque sans égal. Tu vois, je pense à Amon-Ra St. Brown, c'est le genre de joueur qui peut clairement arriver dans ces ranges-là de saison à de 1200 yards, les doigts dans le nez. Et puis, si tu es le receveur numéro 1 d'une équipe, mais tu es un joueur de slot, comme on le voit de plus en plus depuis plusieurs années maintenant. Il y a beaucoup de stars des receveurs en NFL qui sont dans le slot maintenant et qui travaillent de plus en plus sur cette partie-là du terrain. Donc, je pense que Michael Lemon est tout à fait prêt pour performer, pour briser un petit peu la NFL de ce point de vue-là. Ouais, il y a une mise en avant des slot receivers, des yards after catch. Donc, lui, il peut clairement faire son beurre dessus. Tu disais un catch radius assez faible, longueur de bras assez faible et taille des mains aussi assez faible. Taille des mains, c'est quand même assez important pour un receveur. On sait aussi que la taille des ballons est un peu différente entre NCAA et NFL. Donc, il y aura aussi une adaptation à faire de son côté. Mais USC, c'est pareil. On parlait beaucoup d'Ohio State et de LSU. Et il n'y a pas de receveur d'LSU là dans le top 10 d'ailleurs. Ouais, Mais USC, pareil, ils nous ont habitués à sortir quelques bons receveurs, peut-être un petit peu plus lointains, moins cotés au moment de la draft. Il me semble que Amon-Ra St. Brown, justement, sort du USC. Pittman, Drake London, tu vois, dernièrement. Qui lui était un peu plus coté quand même au moment de sa draft. Il avait été pris d'ailleurs au premier tour. Mais voilà, pareil, c'est une université qui sait former ses receveurs. Donc, à voir. À voir en NFL, à voir déjà où il va être pris la prochaine draft, premier point. Et puis à voir en NFL ce que ça va donner. Mais en tout cas, toi, dans ton classement, tu le mets numéro 1 par rapport à toutes les qualités que tu as évoquées. Donc, je vais rappeler du coup dans le sens inverse. Donc, en 10, Malachi Fields. En 9, Chris Bell. En 8, Elijah Sarrat. En 7, Jeremy Bernard. En 6, Casey Concepcion. En 5, Omar Cooper Jr. En 4, Denzel Boston. En 3, Carnell Tate. En 2, Jordan Tyson. Et en 1, Makai Lemon. On va pas laisser nos auditeurs avec uniquement 10 receveurs. On t'en a 2 autres à proposer. Moi, j'ai une toute petite liste de 3 receveurs, bien sûr. Vas-y. Donc, il y aura quelques name dropping qui vont arriver. Mais en tout cas, voilà, sur les 2 receveurs que toi, tu voulais également évoquer, en style, donc un receveur qui peut être pris un petit peu plus tard dans la draft, mais qui peut performer également en NFL, tu as Ted Hurst. Et en fausse bonne idée, tu as Jacoby Lane, le comparse de Makai Lemon, parce qu'il est receveur aussi à USC. Je te laisse commencer par Jacoby Lane, autant finir par le positif avec Ted Hurst. Ouais, écoute, Jacoby Lane, je pensais quand je le regardais, je vois déjà sur la fiche statistique une très bonne taille, tu vois, un joueur grand, etc. Et c'est vrai que quand tu regardais dans la saison, c'est vrai que c'est Makai Lemon qui a crevé l'écran. Jacoby Lane a fait quand même une belle saison du côté du USC, mais quand tu t'attardes un petit peu sur le profil du joueur, moi il y a des choses qui peuvent me déranger chez lui. Je trouve déjà son envie, son intensité qu'il met dans chaque jeu, je trouve que c'est un peu un problème. Je l'ai souvent vu un petit peu lazy, tu vois, c'est un peu le genre de gars un peu genre un peu faulant, tu vois. Tu sais, il va tranquille, il est grand, il est longiligne, il est assez fluide, hein, c'est un joueur très fluide, mais tu sais, ce genre de profil-là, t'en vois souvent des mecs un petit peu qui se donnent pas à fond et qui profitent pas de leur grande taille et qui essayent pas de faire le nécessaire, tu vois. Genre par exemple sur le run block, je me dis, avec ses longs bras, il pourrait malaxer des cornerbacks, c'est pas le cas, tu vois. Et il y a plein de choses, quelques petites choses comme ça qui me dérangent un peu. Après, ça reste un receveur qui a un vrai bon potentiel, hein. Je dis fausse bonne idée parce que j'ai vu des analystes le mettre en 2e tour. Je trouve ça un peu haut. Je pense notamment, moi je le voyais plus en 3e tour, fin de 3e tour, tu vois, notamment. Mais tu vois, c'est le genre de joueur, c'est une très bonne menace en red zone, mais j'ai du mal à le voir faire autre chose. C'est pas un joueur très athlétique, c'est pas un joueur qui a une grosse vivacité. Niveau séparation, c'est pas fou. Donc en plus, si tu mêles à ça le manque d'intensité, ça m'embête un peu de mettre un 2e tour sur ce genre de joueur-là. Après, je l'enterre pas, hein, j'espère qu'il va réussir, etc. Mais je mets un petit peu des réserves sur Jacoby Lane, qui a quand même un profil qui peut plaire, malgré tout. Mais en tout cas, après, sinon, en futur style, c'est un petit mec de Georgia State, des Panthers de Georgia State, qui a fait une big saison, 999 yards, 6 touchdowns, 374 yards après contact. Donc c'est vraiment, il a crevé l'écran du côté de Georgia State. C'est un joueur assez grand, hein, 1m92, 85 kg.
Et moi, ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est sa capacité de séparation. Alors oui, c'est des conférences où il y a une moins grosse adversité, donc l'adversité auquel il a fait face en termes de cornerback, c'est pas la même que ce que tu retrouves en SEC ou en Big Ten, mais je trouve qu'il a montré quand même des intangibles assez impressionnants. Je trouve son bagage de release est très varié. Il est capable de faire plusieurs types de release et se séparer dès la ligne de scrimmage, donc ça c'est bien. Il a une bonne, plutôt, enfin en tout cas une plutôt bonne vitesse. C'est pas une vitesse élite, mais c'est une plutôt bonne vitesse et une très très bonne fluidité. Ça, c'est vraiment un peu son point fort. Je trouve notamment sur les tracés où tu dois te retourner rapidement et changer de direction, bah, tu as des curls ou des comebacks. Bah, il arrive à être une soupape de sécurité pour son quarterback et à se présenter rapidement pour lui permettre d'être une solution de secours. Il a joué sur les 3 niveaux, je l'ai vu être utilisé sur des screens, être utilisé dans les zones intermédiaires, dans les jeux longs, donc sur les situations contestées. Donc vraiment une utilisation très complète. Et franchement, une agilité assez aussi détonnante pour un mec d'un mètre 92. Tu vois, c'est pas un mec hyper costaud non plus, assez fluide. C'est peut-être ce qui va lui pêcher, je pense, dans les premières années en NFL, c'est la physicalité de la NFL. Donc ça va être un petit peu à surveiller, mais tu vois, c'est un joueur vraiment, je pense, au 3e tour, 4e tour. Je pense qu'une équipe, enfin en tout cas une équipe qui le prend au 3e jour en tout cas, fera une très très belle affaire, je pense, avec ce genre de joueur-là. Ok, donc des noms vraiment à garder en tête. Moi, j'en Mm. avais 3 à te proposer. Alors, il y en a un, c'est vraiment mon côté hipster, parce qu'il est plutôt attendu en 6e, 7e tour, voire UDFA. C'est Caleb Douglas, mais je sais que tu l'as pas évoqué juste parce qu'il joue à Texas Tech. Mais, mais très, très, on parlait des receveurs, lui, c'est un très, très grand receveur. Par contre, Mm. il manque énormément de masse physique. C'est vraiment un receveur très, Et très il est fin, frêle. ouais. Mm. Ouais, très très fin, très très frêle, très rapide. Il a plutôt impressionné au combine justement. Et par contre, manque d'explosivité, à contrario. Et c'est ce qui va vraiment le faire descendre parce que voilà, une grande tige qui est pas, comment dire, explosif et qui est pas agile. Bon, bah, tu sais que tu peux lui faire que des tout droits. Donc, ça sera aussi un profil un peu à développer, un profil un peu âgé, parce que 23 ans. Donc, voilà, c'est un peu mon chouchou que je vais suivre. J'avais Ricky White Ouais. non, j'ai oublié du coup le nom, mais ce qui était parti aussi Ah, pour l'année Horton. dernière. Horton, il fait Non, partie de ça c'était aussi. un autre. J'avais White ou j'avais un autre. C'est pas grave. Qui sont partis très très tardivement lors de la draft 2025. Bon bah lui, voilà, ça sera mon petit chouchou que je vais regarder jusqu'à la fin de draft du 3e jour. Mais sinon, pour les 2 autres receveurs qui, eux, sont attendus bien plus haut, j'ai Chris Brazel, le receveur Mm. de Tennessee, et Skyler Bell de Yukon. 2 profils assez similaires, parce que assez grands, tous les deux. Par contre, Brazel, il a vraiment explosé les compteurs en combine, parce qu'il est quand même ultra, ultra rapide. On les connaît, les receveurs de Tennessee. Malheureusement, on sait que l'arbre de tracé, bah, c'est un vrai arbre, mais sans feuilles et sans branches. Donc, c'est vraiment des tout droits qui nous pondent à chaque fois. Est-ce que lui, ça peut être le receveur qui justement arrive à performer ou en tout cas à faire des bonnes choses en NFL, ou tu penses que justement c'est vraiment ce côté trop restrictif de ce qu'il a connu en NCAA qui va le faire baisser déjà à la draft, premier point, mais qui peut le pénaliser aussi en NFL? Non, tu t'en as bien parlé hein, de Tennessee. C'est vrai que Tennessee, dernièrement, il y a eu Jalen Wyatt et Dante Thornton, tu vois, ce genre de profil-là, donc assez grand, très rapide. Mais lui, je pense que c'est peut-être largement meilleur que ces 2 autres joueurs-là. Parce que pour moi, je le trouve quand même bien plus fluide en termes de fluidité des hanches, etc. Je trouve que en termes d'agilité, il est déjà plus intéressant. Il a des longs bras. C'est vraiment une vraie menace en red zone. Je crois qu'il a marqué 9 touchdowns cette année. Et sur des situations de 50-50, il est déjà à 44% aussi. Donc c'est vraiment un joueur sur qui il faut compter. Et il sait créer de la séparation sur les jeux profonds. Donc ça, ce sera forcément un joueur qui sera efficace. Mais je pense qu'il y a un peu plus, il y a un petit aspect développement avec lui qu'il faudra prendre en compte. C'est pour ça que je pense qu'en fin de 2e tour, je suis clairement pas choqué. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de Malachi Fields. Pour moi, Brazel était clairement dans le range des joueurs qui pouvaient prétendre à cette 10e place. Ouais. Et qui malheureusement n'a pas fini dans mon classement. Mais pour moi, il a vraiment un gros potentiel. Il faudra juste une équipe qui prenne un peu le temps de le développer. Mais tu vois, par exemple, on a vu des bribes un petit peu de ce potentiel-là. Son match face à Georgia cette année, 6 réceptions, 177 yards, 3 touchdowns. Donc je pense que ce genre de match-là peut faire booster un petit peu sa cote. Mais j'ai du mal à le voir sortir du... Enfin, tu vois, si par exemple il est dispo au 3e tour, je me dis qu'il y a une équipe qui va vite aller le chercher parce que pour moi, il va pas rester très longtemps disponible. Ok, et Skyler Bell du coup?
Ouais, lui, il a plutôt bien réussi son combine, si j'ai bonne mémoire, et plutôt attendu au 3e tour. Ouais, bah moi, tu vois, je l'ai mis fin de deuxième tour, tu vois, Skyler Bell. Ok. Pareil, pas dans le même range un petit peu que le Malachi Fields, etc. J'avais exactement, si tu veux, je vais le dire un petit peu pour les auditeurs, mais j'avais Malachi Fields, Zachariah Branch, Skyler Bell et Chris Brazel dans le même pot, un petit peu de joueurs. J'ai sorti Malachi Fields du pot, mais c'est un peu en fonction des goûts, les couleurs. Mais j'aime beaucoup aussi Skyler Bell, montrer des belles choses du côté du Yukon. Joueur un peu plus petit, mais très bon sur le yard after catch, des très très bons ball skills. J'ai l'impression que ce mec-là, tu lui lances le ballon n'importe où, il va te le chercher, même si c'est pas un joueur qui a des longs bras, ou qui peut s'extend un petit peu de manière incroyable comme d'autres joueurs avec des longs bras. Mais lui, il va vraiment chercher le ballon. Tu t'en parlais tout à l'heure, c'est des joueurs proactifs quand le ballon est lancé vers eux. Et je trouve que c'est assez flagrant quand tu le vois jouer. Et c'est un joueur très vif, très dur à arrêter, très smooth un petit peu dans ses déplacements, agile, explosif aussi. Donc c'est un joueur qui va être utile pour moi. Et pareil, j'ai du mal à le voir sortir du deuxième tour. Enfin, en tout cas, s'il est dispo au troisième tour, je me dis qu'il y a des équipes qui vont faire des bonnes affaires. Donc plutôt début de 3e tour, s'il y a des équipes en besoin et qui veulent chercher une bonne affaire, quoi. Oui, clairement, clairement. Mais franchement, cette cuvée était vraiment bonne, hein. Tu vois, on n'a pas parlé. Il y a Bah, plein de mecs dont on n'a pas parlé encore, mais vraiment, on en a sorti toutes les fiches depuis depuis le mois de février. Continuez à aller les voir sur le drive qu'on a mis en place, mais qu'on a mis sur X et sur le Discord. Mais franchement, on a vraiment des profils un petit peu, enfin très, très atypiques et qui sont super sympas. Là encore, je crois que c'était hier, j'ai sorti la fiche sur Antonio Williams de mm. Clemson, qui pareil, un profil un peu explosif, que tu peux voir en fin de troisième tour, par exemple. Voilà, il y a des profils comme Kevin Coleman ou Missouri France, on le salue encore une fois, qui a fait sa fiche, qui est super bien. Qui pareil, en troisième tour, ça peut être une super affaire en joueur un peu speedster, très bon sur l'after catch, etc. Donc vraiment, il y a à boire et à manger sur cette draft et c'est pour ça que j'adore sur les receveurs. Comme d'habitude, on va avoir vraiment des athlètes et des profils très différents. On passe de 1,75 pour certains receveurs à 1,96 m, voire 2 mètres pour d'autres, quasiment des profils tight end. Donc, ouais, extrêmement intéressant. Et en fait, c'est pas forcément le meilleur receveur qui sera pris dans les premiers, mais c'est celui qui fitera avec le mieux par rapport aux besoins des équipes présentes au moment du pic de draft, en fait. Donc, ça serait quasiment pas étonnant de voir, par exemple, un Carnell Tate. Car on disait vraiment dans le haut du panier, on va dire qu'il y a le top 3 qui se détache un petit peu du reste du top 10. Mais toi, tu mets Tate en 3 par rapport vraiment aux qualités du joueur. Ça serait pas étonnant qu'il sorte, en fait, premier receveur pris parce qu'il correspond, il fit mieux Ouais, clairement. à l'équipe qui veut drafter plutôt ce type de receveur, quoi. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant. Encore une fois, je dirais, cette année avec les receveurs, c'est cette classe très homogène par rapport au profil. Et en fait, on ne sait pas trop quelle équipe va partir sur quelle typologie de joueur et qui peut être intéressante pour elle. Donc, non, ça va être intéressant. La draft arrive encore dans très ou trop longtemps. La free agency vient à peine d'ouvrir qu'on a déjà hâte d'être à la draft. Mais c'est intéressant. On sait que c'est une position qui est énormément appréciée en plus par les suiveurs de NFL et par ceux qui vont rester éveillés pendant toute la draft. Donc voilà, on a encore une fois une cuvée qui est, à défaut d'avoir des receveurs ultra élites comme tu l'évoquais en 2024, à une énorme profondeur avec des profils bien différents, avec des qualités chacun à faire valoir. Et du coup, ultra intéressant pour nos équipes de cœur et puis pour les 32 équipes de NFL. Ouais, carrément. Puis je pense que, tu vois, petite hot take, mais je pense que 6 receveurs peuvent sortir au premier tour. Ok. Les 6 premiers cités ou tu penses que certains Moi, ça peut peuvent jouer prendre entre la place Concepcion et Bernard. Qui peut Ok. peut-être Bernard. Bernard, s'il y a un coup de cœur d'une équipe, elle peut aller le chercher en 32, 31, tu vois. Ok. Moi, ça va être ma take aussi, mais je pense qu'il y a une équipe de début de second tour qui voudra trade up pour récupérer un des receveurs aussi. Ça dépendra aussi de la tournure de la draft, bien sûr. Si on est rendu au 29e pick et que Denzel Boston n'est toujours pas sorti, je suis pas sûr qu'il y ait un trade-up. Parce que tu sais que tu peux avoir des receveurs derrière sans avoir besoin de monter un petit peu plus haut. Mais voilà, selon la physionomie de la prochaine draft, c'est déjà arrivé pas mal de fois, la fameuse 5e année en option pour les joueurs. Ouais. On sait que c'est assez privilégié par les équipes, justement, pour les receveurs. Donc, ouais, ça serait ma petite take selon comment la draft se déroule et se découle. Carrément. Par contre, dans le top 10, tu vois, je sais pas si. Tu vois, potentiellement, il peut y en avoir qu'un seul. Ce qui est assez étonnant, tu vois. Dans le top 10, il peut y avoir Ah que, par oui, top exemple, 10, d'accord. Un Lemon ou Tate, parce que visiblement, Tate revient assez souvent dans beaucoup d'équipes du top 10, tu vois, par exemple. Ouais, il y a quand même des équipes dans le top 10 qui. Moi, je vois quand même 2 équipes intéressées par des receveurs, quel que soit le Moi, profil. Saints, pour moi, ça me paraît évident.
Pour moi, s'ils prennent pas un receveur, je comprends pas. Pour moi, Brown c'est Saints. Mais écoute, on verra bien. Ouais. On verra bien. La free agency est toujours ouverte, donc ça se trouve, ils vont répondre à certains de leurs besoins et partiront sur d'autres positions. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, à l'heure où on enregistre, c'est vrai que Browns et Saints me paraissent deux équipes qui partiraient sur receveur au premier tour. Mais on verra. On verra effectivement en temps et en heure. Voilà pour ces positions. On sait que voilà, tu avais envie d'en parler depuis le début. Donc, on a commencé direct, très fort par les receveurs. Position très valuable en NFL en plus. On enchaînera après avec une autre position offensive. On ne sait pas si on fait running back ou tight end, mais il y aurait là aussi beaucoup de choses à dire parce que deux QV très, très profondes. De ce que tu m'as dit, running back un peu décevante pour teaser un tout petit peu. Mais tight end, au contraire, on pensait qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur et en fait, il se trouve qu'il y a des profils qui ressortent plutôt pas mal, qui peuvent être intéressants. Ouais, c'est ça un petit peu. Donc, le talent est pas élite sur ces positions. Peut-être hormis running back où il y en a vraiment un qui crève un peu l'écran. Mais ça, on va pas trop spoiler. Jérémy Amour, par exemple. Jérémy Amour, ouais. Peut-être, ouais. Voilà, donc on enregistrera ces épisodes un petit peu plus tard. De toute façon, on vous les mettra en ligne très rapidement également. Merci à toutes et à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Comme on l'a dit au tout début de l'émission, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout sur tous les réseaux. Vous commencez à savoir et à connaître un petit peu où nous trouver. Bonne semaine, bonne fin de semaine ou bon début de semaine, selon à quel moment nous on va sortir l'épisode. Et bonne journée, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. À très bientôt. Et vive le football.